Bonsoir à tous et merci de prendre avec nous le rendez-vous de cet entretien spécial. Entretien spécial consacré au bilan des 8 années de gestion de tout ce qui va avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Vous convenez donc avec moi qu'on s'intéresse ainsi à la communauté universitaire où s'élaborent, se transmettent et se diffusent le savoir-faire et le savoir-être nécessaires à la maîtrise de l'environnement humain. C'est en résumé le centre névralgique du développement de la recherche, des méthodes d'enseignement et d'animation pédagogique. Alors, ces 8 dernières années, ce département ministériel a eu sa dose de réforme et un parcours plutôt singulier. Trajectoire que nous allons arpenter tout à l'heure à travers le mode de gouvernance dans nos universités, les conditions de vie et d'apprentissage des étudiants, de même que celles des enseignants et bien d'autres sujets qui constituent les grandes réalités de nos universités publiques, sans écarter les universités privées. Pour décliner ces différents axes de nos discussions qui vont sans doute s'achever par une projection sur l'avenir, nous sommes avec celle qui tient les rênes de ce secteur éducatif aux enjeux plutôt transversaux, professeur Eleonore Yayi Ladécan. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et merci pour l'éclairage que vous nous proposez tout au long de cette émission que j'ai le plaisir de co-animer avec mon confrère de la télévision nationale, Renaud Akako. Renaud, bonsoir. Bonsoir, Wahab Alikpara. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. 8 années se sont écoulées. Il faut faire un tour d'horizon des actions qui ont été entreprises. Et là-dessus, un constat se dégage de façon générale. Nos universités étaient le théâtre de nombreuses manifestations, des grognes estudiantines qui se soldaient par une paralysie des activités académiques. Aujourd'hui, le commun des mortels doit reconnaître qu'il y a une certaine accalmie. Quelles sont les innovations majeures qui ont ramené cette sérénité sur les campus publics aujourd'hui? En effet, vous avez raison, monsieur Akako, de planter les décors par cette caricature, parce que nous venons de très loin et le système éducatif est un système qui porte le développement. Et notamment le sous-secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique qui rentre dans la souveraineté de l'État et fait l'objet d'une grande attention de la part du gouvernement. C'est ce qui, d'ailleurs, a justifié que le gouvernement de la rupture, une fois installé et ayant compris sa mission, après avoir fait un vrai diagnostic de tout ce qui se passe dans ce sous-secteur, a trouvé ce qui se passait dans les universités assez pathétique. Et cela ne devrait évidemment pas conduire à un bon port pour nos apprenants. Non seulement les apprenants, mais également les enseignants, puisque les enseignants doivent être fiers de leurs produits. C'est ce qui a permis de constater, tel que vous venez de le dire, que effectivement les étudiants perdaient en quelque sorte leur repère et donc se donnaient toutes sortes de prérogatives, de responsabilités, et on pourrait peut-être loger ça dans un manque de repères. Et donc, s'il y a manque de repères, évidemment, la nature ayant horreur de vide, ils vont se livrer à tout ce qu'ils pensent pouvoir bien faire. C'est ce qui se traduit en ce moment-là par ces crises que vous voyez. Et ce n'est pas simplement au niveau des étudiants, il y a aussi ces genres de crises au niveau des enseignants. Et donc, le gouvernement a rapidement pris cela en charge et a mis en place la stratégie donc, de développement de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et cette stratégie, comme vous l'entendez, repose sur 3 piliers. Tout ce qui rentre dans la gouvernance autour de l'enseignement supérieur, la recherche, parce que c'est le moteur de développement, et en même temps l'innovation. Et tout ça, évidemment, qu'est-ce que cela garde comme élément central? L'étudiant. Donc, la vie de l'étudiant, tout ce que nous faisons directement ressenti par les étudiants est également pris en charge dans cette stratégie. En complément donc au développement de Madame la ministre, n'est-ce pas, jeter un coup d'œil sur ce visuel qui rencontre, en tout cas sous le régime de la rupture, du nouveau style de désignation des recteurs dans nos universités et bien d'autres sujets qui permettent de voir les réformes beaucoup plus pointues engagées au niveau de ce secteur de l'enseignement supérieur.
La dynamique dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est irréversible. La ministre et les cadres de son ministère travaillent d'arrache-pied pour apporter des réponses aux problèmes qui minent le secteur. Si le premier mandat a consisté à asseoir les bases d'un enseignement supérieur performant, le deuxième mandat du président Patrice Talon s'inspire du diagnostic pour des solutions concrètes. Fruit du séminaire national sur le développement de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation, la réforme de l'enseignement supérieur a accouché de la signature d'un décret qui met en place les conseils d'administration. Les universités publiques ont été dotées de conseils d'administration parce qu'on s'est rendu compte que la gestion des universités était un peu trop unilatérale, confiée uniquement aux enseignants du supérieur. Et on a comme l'impression qu'il n'y a pas un ordre qui est donné de quelque part. Donc, pour corriger un peu ce dysfonctionnement, l'État a pensé qu'il faut avoir un œil là-dessus. Donc l'État veut avoir son œil sur la façon dont les universités sont gérées. Ce conseil qui est dans le rôle donc, de régulation de tout ce que nous faisons, régulation pour voir un peu la cohérence des actions par rapport aux priorités de développement. Et ce conseil, j'avoue, nous apporte énormément donc, de soutien parce que notre équipe rectorale a un projet de gouvernance qui tourne autour de 4 priorités de 2 piliers. Nous avons un organe qui est en interaction permanente avec nous et qui discute de ce que nous faisons, ce qui est déjà un pas. Avant, il n'y avait pas un tel système de suivi et qui nous permet d'évaluer régulièrement pour savoir est-ce que nous avançons par rapport à ce que nous-mêmes nous avons prévu et par rapport aux directives du développement du pays. Un nouveau mode de fonctionnement et de gestion des universités publiques du Bénin est aussi entré en vigueur depuis octobre 2021. Désormais, les recteurs et chefs d'entité ne sont plus élus, mais nommés à l'issue d'un long processus. Ce processus s'était déroulé en 5 étapes, que sont d'abord l'appel à candidature, la présélection par une commission interministérielle, sur étude de dossier, bien sûr, à partir des critères qui étaient bien définis. Une réforme qui met fin à plusieurs années de politisation de l'administration universitaire avec des résultats peu reluisants. La réforme assure déjà une gestion plus efficiente des ressources, une dépolitisation plus accrue de l'administration universitaire. Au plan académique, on cite le respect des calendriers universitaires, un contrôle continu de la qualité de la formation, du système éducatif, et à cela s'ajoute un changement de paradigme avec l'adoption de la stratégie de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle pour une professionnalisation plus accrue et une meilleure insertion des apprenants sur le marché du travail. Il y a eu une nette amélioration du pilotage dans la gestion des universités publiques, notamment l'université d'Abomey-Calavi. Et ce mode de désignation des responsables n'a rien de politique, n'a rien de relation, mais c'est purement sur la base de la compétence et du programme préparé qu'ils ont été désignés. Également, dans les entités, nous avons essayé de revoir les curricula, les ordres de formation. Nous avons essayé d'arrimer réellement nos curricula avec la vision de l'université. On magnifie ce qui se passe dans le privé par rapport à l'excellence, par rapport à la performance. Et donc en passant par un tel système, nous nous retrouvons dans une position où ce n'est pas celui qui veut forcément qui réussit, c'est celui qui peut être placé désormais à la place ou bien dans une charge donc, de fonctionnaires, hauts fonctionnaires, donc universitaires, donc hauts responsables chargés donc, de gérer un certain nombre d'ambitions pour le développement de la voie donc, de l'université et qui participent effectivement à la tête des objectifs du gouvernement. Alors, une pincée de réforme au niveau de l'enseignement supérieur avec cet élément qui rend compte de la nouvelle donne dans nos universités publiques sous le régime de la rupture, le style de désignation des recteurs et l'installation des conseils d'administration. Renaud Akapo. Tout à fait. Au nombre des réformes, il y a ce nouveau mode de désignation des recteurs,
une réforme, il faut l'avouer, à polémique. Mais qu'est-ce qui a changé depuis la mise en route de cette réforme? L'élément a bien restitué ce qui s'est passé parce que, au fait, c'est parti d'un séminaire ministériel présidé par le chef de l'État. Parce que ce qui se passait, tel que je l'ai décrit tantôt, était ahurissant. Et il fallait se rassurer de ce que les responsables des universités ont la bonne compréhension de leurs responsabilités, de leur mission. C'est ce qui a permis donc, de mettre d'abord en place le CIEDE, et qui est l'organe de régulation qui permet de donner à chaque entité la bonne compréhension de ce qu'elle doit faire et de faire en sorte que ces actions ne paralysent pas les autres des autres maillons. Et après cela, c'est la désignation, la mise en place des conseils d'administration. Ça aussi, c'est les nouveaux organes au niveau de nos universités. Ça n'a jamais eu lieu. Donc c'est avec le gouvernement de la rupture que les premiers conseils d'administration des universités ont été institués. Et ce sont ces conseils d'administration qui ont procédé donc, à tout le processus de désignation des hauts responsables. Alors, ces hauts responsables sont désignés sur la base d'un appel à candidature. Ce n'est pas effectivement, si vous avez dit polémique, c'est parce que tout le temps, dans le milieu universitaire, ce qui caractérise ce milieu, c'est la désignation par les élections. Oui. Mais on sait, moi-même, je viens du même système. On sait que chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Oui. Et dans tous les cas, on ne peut aller vers un bon système éducatif et de meilleurs produits qui sortent de ce système que sur la base d'une bonne responsabilité des acteurs. Et donc, ceux-là qui, pour la première fois, ont déposé un dossier d'appel à candidature. Ils ont participé à cela. Ils ont exprimé leur vision. Comment ils comprennent la vision de développement de l'université. Comment ils entendent assurer le fonctionnement des universités. La gestion budgétaire, ce n'est pas toujours donné à tout le monde. De connaître les rouages vraiment de maîtrise d'un budget, les équilibres, etc. Et en même temps de s'assurer de ce que les organes au niveau des entités fonctionnent très très bien, que les évaluations se passeront vraiment dans les délais et que les actes administratifs qui sanctionnent ces évaluations seront également délivrés dans les délais. C'est tout ça qui rentre dans l'évaluation. Dès lors qu'ils savent qu'ils seront évalués et qu'ils sont dans un système perpétuel d'évaluation, évidemment, convenez avec moi que les comportements puissent changer. Qu'est-ce qui a changé? Sur le terrain aujourd'hui, ce qui a changé, c'est déjà qu'ils maîtrisent le budget. Le budget, c'est devenu un budget d'investissement et non un budget de fonctionnement. Est-ce que ça sous-entend que sous l'ancien modèle, le modèle qui consistait à élire les recteurs et autres responsables, il n'y avait pas cette maîtrise des dossiers, cette maîtrise, dois-je dire, du budget et autres? La maîtrise du budget est déjà chose acquise, mais seulement dans quelle proportion? Si on prend le budget pour assurer plus de fonctionnement que d'investissement, ça pose problème. Ça veut dire qu'on va faire beaucoup plus d'émissions, on sortira, on fera des colloques, mais l'étudiant qui est au cœur de tout cela ne va pas être dans de très bonnes conditions. Les infrastructures, comment on met les intrants en place pour que l'étudiant soit formé dans de bonnes conditions. Les supports qu'on met à disposition de l'étudiant, est-ce qu'on continue par les vendre encore, les polycopes? Non, on ne va pas le faire, puisque nous sommes là, s'il s'inscrit, c'est justement pour pouvoir l'accompagner. Les sorties pédagogiques, on doit être responsable de ces sorties pédagogiques et s'assurer de ce qu'il y aura un plus qui viendra compléter la formation de l'étudiant. Tout cela. Et lorsqu'on parle de harcèlement sexuel, avant, vous savez bien, personne ne veut être responsable de cette affaire. Peut-être on regarde un peu comment ça se passe et puis bon, c'est l'affaire de l'autre. Mais là, c'est une responsabilité distribuée au niveau de tous les responsables. Donc, cela montre que ces gens que vous avez depuis 3 ans bientôt qui sont là, ils ont gagné beaucoup de choses. Ils ont appris beaucoup de choses et moi-même, je vois à travers comment ils se bousculent pour aller rechercher les accords. Beaucoup d'accords. Parce que sur le volet coopération
eh bien, il faut aller compléter les ressources de l'État et développer des programmes qui permettent aux apprenants de pouvoir donc se mouvoir un peu et d'aller donc compléter leur formation. En résumé, il y a un gain, n'est-ce pas, à arpenter, absolument, je dirais, il y a un vrai gain. Le chemin actuel. Il y a Madame un vrai gain. Vous l'avez dit tantôt, vous aviez parlé du CNE, le Conseil national de l'éducation, dont l'un des appendices, c'est la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Vous avez également parlé des déviances observées dans nos universités publiques de façon générale. Mais aujourd'hui, l'effet dissuasif de cette délégation, est-ce qu'elle est réelle? Ben oui, nous sommes au début et en même temps, nous sommes déjà très bien partis parce que pour un début, ce que nous ressentons et ce que nous avons en retour de la part des différents acteurs montre que l'environnement universitaire a changé. L'environnement universitaire, en ce qui concerne les différents acteurs, que ce soit les étudiants même, et pour qui on se met au service, et que ce soit les enseignants qui doivent avoir un support bien monté. Le support doit être actualisé. Les références en matière de publication, en matière d'évaluation. On évalue quoi? Est-ce qu'on évalue ce qu'on a pris le soin de faire ou bien on évalue quelque chose et puis on est fier d'avoir un grand taux d'échec? Non, ces passes sont déjà passées et donc derrière nous. Cette délégation qui a contribué évidemment à mettre en place un outil de référence que vous avez évoqué tantôt, le code d'éthique et de déontologie. Le code, si vous roulez sur une voie et que vous ne maîtrisez pas le code de la route, vous allez faire des dégâts envers les autres, envers vous-même. Donc le code d'éthique de déontologie permet à chaque acteur de rentrer dans ses responsabilités et de faire en sorte que, à la fin de sa mission, que sa mission ait été vraiment bien accomplie. Une obligation de résultat en sorte. Une obligation de résultat et en même temps, lui-même doit pouvoir s'évaluer. C'est les deux. En résumé, ça amène l'enseignant, n'est-ce pas, à se mirer, à travers cela. À travers cela. Donc, il voit ce qu'il doit faire, il voit si réellement il le fait bien et il a le retour, évidemment, des acteurs et des bénéficiaires. Si ça ne va pas, donc les voies sont libérées pour qu'il y ait des plaintes qui soient formulées. D'accord. On va évoquer maintenant cette collaboration avec les étudiants et autorités universitaires, n'est-ce pas? Il y a également une nouvelle méthode qui est engagée à ce niveau où il faut des étudiants, en tout cas les représentants des étudiants les plus représentatifs, pour reprendre la même expression, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça vient changer? Puisque là aussi, ça devient en quelque sorte une réforme à polémique, comme le soulignait tout à l'heure Renaud Akakpo, parce que les étudiants estiment, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas suffisamment entendus et que ceux qui les représentent sur les tables de négociation ne portent pas pour autant leur voix. C'est peut-être le début. Maintenant, les choses ont beaucoup avancé. Au début, comme vous le savez, il y a les organisations estudiantines qui comportent en leur sein des institutions affiliées. Et donc, chaque organisation estudiantine peut avoir une dizaine, quinzaine d'institutions spécialisées. Et ça fait qu'avec l'autorité, si toutes ces institutions doivent venir réclamer, poser leurs problèmes au niveau de l'administration, on ne s'en sortirait pas. C'est pour cela que cette réforme a permis de les organiser, de les structurer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas le faire. Ils savent le faire, mais certainement qu'ils ne le font pas de la façon la plus efficace pour ressentir le bénéfice. C'est pour cela que la réforme a permis de les restructurer. Et puisqu'il est important quand même de noter que ces apprenants qui viennent et qui se forment viennent également se former, prendre quelques responsabilités pour leur vie sociale, pour leur vie, donc l'insertion professionnelle. C'est pour cela que nous voyons cela de près afin que à la sortie de leur formation, qu'ils soient assez outillés. Vous voyez parfois les étudiants là, ils sont très fertiles, ils sont ingénieux parce qu'ils ont eu le temps de l'apprendre sur le tas. Donc nous avons mis en place cette réforme et depuis lors, nous avons les organisations estudiantines les plus représentatives. Maintenant, la difficulté au début, c'est que ces organisations qui remportent ces élections et qui viennent maintenant échanger avec l'administration sur toutes les questions
relatives à leur formation, à la vie dans les résidences universitaires, les allocations, toutes les préoccupations doivent provenir de leurs différentes institutions et non de leur propre institution. Donc les grandes institutions, par exemple, si on est parti de 3 grandes organisations syndicales ou étudiantines, et finalement, si c'est une qui arrive, mais les 2 autres qui ne sont pas des moindres doivent s'aligner derrière. Voilà, s'aligner derrière. Et nous ne manquons pas de le dire à ces responsables qui sont vraiment très courtois et qui, ça dépend de la façon dont on communique avec eux. Ils sont des responsables de demain et nous devons pouvoir le leur montrer. Et lorsque nous utilisons les meilleurs mécanismes, ça se passe vraiment très très bien. Justement, on le sait, ces situations qui suscitent des grognes au sein des étudiants sont généralement liées aux allocations universitaires, mais surtout aux œuvres universitaires. Je parlais du transport, de la restauration, de l'hébergement. Ces questions-là sont essentielles. Aujourd'hui, parlant justement des allocations universitaires, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Des allocations universitaires, il ne faut pas toucher à ça pour les étudiants. C'est leur domaine assez précis et nous avons mis tous les soins pour que cela se passe très bien. Parce qu'au début, il faut reconnaître que ces allocations ne sont pas payées au cours de l'année. On vient de très très loin. La rupture, avec son arrivée, a déjà formalisé, a fait 2 grandes actions. La première action, c'est tout ce qu'il y a comme dette. Parce que du fait de l'accumulation, on n'arrive pas à finir pour une année et une autre année vient se greffer là-dessus. Ça faisait vraiment quelque chose de près de 14 milliards. Et le gouvernement de la rupture a payé d'abord ça pour dire il n'est pas bon et ce n'est même pas éthique de devoir à nos enfants. On leur donne ces allocations pour leur permettre de pouvoir continuer leur formation. Donc après cette action importante, on a procédé à la bancarisation qui était déjà de cours, mais à leur mensualisation maintenant. Et si bien que les allocations sont traitées exactement comme les salaires. Et pour peu que les dossiers sont bien traités au niveau des universités et remontent à la direction des bourses, vous avez une célérité vraiment le délai est plus court. Le délai est très court et puis les étudiants même ressentent cela. Alors actuellement, nous pouvons dire que d'un délai de plus d'1 an, voire 1 an et demi, à l'heure actuelle, nous sommes les choses se sont davantage améliorées. Oui, ça veut dire que si le dossier vient et que l'étudiant dépose son dossier en ligne et que la commission statue là-dessus, immédiatement, il reçoit le mois qui vient, il reçoit ses allocations. Alors, un autre détail non négligeable, Madame la ministre, n'est-ce pas, toujours dans les œuvres universitaires, il y a la question de la restauration, n'est-ce pas, de l'hébergement et du transport. Sur le volet transport, il paraît que vous n'êtes pas bonne élève, Madame la ministre. Avant même le transport, toujours pour les allocations, il faut quand même reconnaître qu'actuellement, pour donner la preuve, sur 30 000 dossiers, la direction de bourse a déjà traité près de 22 000 dossiers. Déjà regardez à l'heure où nous sommes. Avant la fin de l'année, c'est terminé ça. Ça, c'est les allocations pour donner cet exemple. Maintenant, transport, pourquoi ils vont dire que nous ne sommes pas? Au contraire. Oui, parce que vous avez suspendu le transport pour la sécurité. En février 2023, je crois. Exactement, pour la sécurité. Et ils le savent. Ils le savent. En fait, ils ne se plaignent pas pour ça. Ils veulent qu'on les mette dans de très bonnes conditions, mais ils veulent également qu'en attendant d'avoir des bus flambant neufs, qu'on puisse déjà réparer ceux qui sont là. On l'a fait. Eux-mêmes, ils sont venus nous voir et nous avons conclu qu'il faille absolument renouveler ces transports. Et la bonne nouvelle, c'est que la rentrée prochaine, ils auront de nouveaux bus. C'est une question de planification. Vous savez, tout est prioritaire. Et si on met tout sur la table comme ça, tout est prioritaire, on risque vraiment de qui trop embrasse mal les trains. Donc, c'est pourquoi on fait la planification. Là où le transport, d'ailleurs, le transport, ça se passe qu'à l'UAC. Alors que nous sommes en train de regarder comment l'étendre aux autres universités. Donc, on a attendu un peu, c'est vrai, mais c'est pour permettre de relancer, renforcer ce qui se fait avec de nouveaux bus et adresser les autres universités. Alors, on a affaire à une ministre de l'enseignement, n'est-ce pas? L'enseignement, c'est la pédagogie. On va, en termes d'illustration, à ce développement que vous faisiez tout à l'heure concernant, je dirais, les allocations universitaires, n'est-ce pas? Jeter un coup d'œil sur ce visuel qui est le témoignage en quelque sorte.
L'enseignement supérieur est l'un des secteurs fortement impactés par la gouvernance Talon en 8 ans. De 2016 à nos jours, plusieurs réformes ont été entreprises et implémentées aux fins de moderniser le processus d'attribution des bourses et aides universitaires. Avant 2016, il fallait avoir 11,51 pour être boursier ou 11 pour être secouru. Avec l'adoption du décret de 2017, c'est le principe des quotas, à savoir à chaque entité de nos universités, on attribue un quota de bourse. Avec le temps, nous avons constaté que ce décret, l'adoption de ce principe est plus bénéfique pour les étudiants parce que avant 2016, en moyenne, on attribuait par an 18 440 bourses et 10 929 secours. Après l'adoption de ce décret, nous sommes passés à 20 330 en moyenne bourses, c'est-à-dire nous attribuons en moyenne 20 330 bourses après 2017 et 12 039 aides. Par rapport à la demande, avant 2016, c'était la queue, c'était des rangs pour déposer ces dossiers. Aujourd'hui, avec la digitalisation de la phase de la demande, de votre portable, de votre chambre, vous pouvez faire la demande de vos allocations universitaires. À travers ces innovations, les acteurs impliqués dans la chaîne de traitement des bourses et aides universitaires ont vu leurs performances monter en flèche. À notre arrivée en 2020, le traitement des dossiers d'attribution de bourses aux étudiants était vraiment fastidieux. D'abord, les étudiants faisaient tout de façon manuelle. Et ce qui fait que la pile de dossiers qu'on envoyait au niveau de la commission était énorme. La digitalisation a permis aux commissaires d'avoir moins de piles de dossiers à traiter. Je dirais avant 2016, un commissaire en moyenne pouvait faire à peine 100 dossiers parce qu'il y en avait énormément. Au thème de la session, la productivité de la commission tournait autour de 1000 dossiers. Avec l'adoption des nouvelles procédures de la commission d'organisation des sessions, aujourd'hui en moyenne, la commission traite plus de 5000 dossiers. Avec cette réforme, nous sommes passés de 8 mois, c'est-à-dire l'étudiant qui doit patienter 8 mois avant d'obtenir sa première allocation, nous sommes passés pratiquement à 1 mois. Avant, quand on finissait une session, les états de paiement, les avis favorables qui ont été reçus étaient acheminés près de 2 mois après vers le trésor pour paiement. Actuellement, ce n'est plus ainsi. Cela se fait automatiquement. En ce qui concerne les bénéficiaires, la satisfaction est tout aussi grande. Bon, hier, j'ai reçu mon allocation. Ça m'a fait plaisir. Parce que dans l'autre temps, c'était dans les vacances que nos aînés ont reçu leurs allocations. Et maintenant, je pense que la DBOA a mis des trucs à sa disposition. On a vite reçu nos allocations. C'est vrai, il y a eu un changement dans le processus de traitement des bourses. Moi, j'ai fait ma demande en décembre et là, j'ai reçu mon allocation. Moi, je pensais recevoir ça à la fin de l'année, c'est-à-dire en juillet. Mais j'ai été surprise de recevoir le mail qui me dit que j'ai reçu mon allocation. Cependant, le processus d'attribution des bourses et aides universitaires reste et demeure perfectible. On fait des trucs en ligne et ça nous met en cours de traitement favorable. Donc on ne sait pas réellement le moment l'argent est là. Donc je tiens à dire qu'il peut nous avertir que l'argent est déjà là, pas des emails, des messages. En tant que commissaire, nous constatons toujours qu'il y a un certain nombre d'harmonisations qu'il faut faire au niveau des entités universitaires. Parce que nous recevons des dossiers et sur les mêmes pièces, nous constatons qu'il y a un certain nombre de disparités qu'il faut corriger, puisque ça ne nous facilite pas la sélection. En somme, de 2016 à aujourd'hui, une nouvelle dynamique a été imprimée au processus de traitement des bourses et aides universitaires au Bénin. Des étudiants aux membres de la Commission nationale
des bourses et aides universitaires, les acteurs se félicitent des changements qualitatifs qui s'observent, même si quelques doléances ont été formulées. Alors, nous venons de suivre ces images sur les allocations universitaires au profit des étudiants. C'est la nouvelle dynamique qui est instaurée à l'effet de soulager les bénéficiaires, Renaud Akakpo. Tout à fait. En plus du transport, il y a la question de la restauration, Tout à fait. Mais également de l'hébergement. On sait à quel point ces questions-là sont essentielles pour les étudiants. Madame Éléonore Yaïla-Descamps, vous avez été ancienne directrice du COUS, le Centre des œuvres sociales et universitaires, on se rappelle en 2012. Alors, est-ce que sous le magistère de Madame Éléonore Yaïla-Descamps, les étudiants peuvent se réjouir de la restauration et de l'hébergement? On estime que vous connaissez bien la maison. Merci bien. Ce que je peux dire, c'est que tout évolue très bien. Parce qu'en ce moment-là, je donne juste un indicateur. Nous étions dans les cuisines avec du bois de chauffe, beaucoup de fumée. Et vous savez bien ce que cela implique. Et avec la rupture, nous avons tourné définitivement cette page. Les cuisines sont très améliorées et il n'est plus question d'utiliser du bois de chauffe. Donc, la qualité des bonnes dames qui servent vraiment la cuisine s'est améliorée. Aussi bien sur le plan des visites et des contrôles réguliers, du port des masques, etc. Mais sur la quantité est devenue, parce que c'est un grammage au fait, c'est un grammage et c'est une planification immense. Le taux de service s'est amélioré. Avant, c'était à 5%, mais facilement, nous avons abordé les 10%. Les 10% par rapport à ceux qui viennent réellement visiter donc nos restaurants. Les prix n'ont pas changé. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est qu'on dise qu'on a augmenté les prix. Non, on n'a pas augmenté, malgré que il y a les denrées qui ont connu de renchérissement et que des inflations de temps en temps. Et que les étudiants souhaitent que la quantité dans les plats augmente. Mais la qualité aussi. Que la qualité, tout ça là augmente, ça nous y tenons. Parce que nous on a connu ce qu'on a appelé Vanzou à Charançon, nous on a connu ça. Non, il n'y en a plus. Il y en a plus. Et puis même le mode d'approvisionnement est progressif. Avant, vous savez, on les entrepose dans les magasins et c'est ça justement qui donne accès à ces invités indésirables. Donc, pour le côté restauration, nous n'allons pas dire que c'est Eldorado parce que nous voulons toujours ce qui est bien pour nos enfants. Et c'est pour cela que déjà, le chef de l'État et son gouvernement ont prévu d'améliorer la pratique donc, de service de repas dans les restaurants. Et déjà cette année, nous allons commencer avec une autre façon de servir le repas à nos étudiants. Et ça va, vous savez un peu ce qui a été fait au niveau du port. Ça, c'est vrai que c'est un autre Sandine. Quand on va ramener cela à l'échelle universitaire, nous allons également faire en sorte qu'il y ait de bons hangars, très bien, et qui soient vraiment installés un peu partout. L'objectif étant quoi? De permettre aux étudiants de ne pas trop attendre avant de manger. Donc, et d'avoir des hangars proches de leurs entités, ils sortent, ils mangent, ils continuent leur formation. Alors, et ça, c'est ce que nous allons faire. D'accord, très rapidement, en termes d'hébergement. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Madame la Ministre, vous confirmez que nous avons définitivement fini avec, je dirais, les surcharges dans les cabines des étudiants? On ne peut pas dire qu'on a définitivement fini, mais on a amélioré. Et d'ici encore la fin de l'année et les années qui viennent, nous allons définitivement finir avec ça. Mais ce qui est bien, c'est que là où vous avez des surcharges à exploser même la vie au sein de la résidence, cette surcharge-là est déjà conjuguée au passé. Et nous avons prévu maintenant de mettre les apprenants, les résidents, dans de très bonnes conditions, en faisant appel à des structures étatiques, telles que la CIRAD, vous connaissez la CIRAD, qui va prendre en charge vraiment les résidences et nettoyer ces résidences de ce qui est impropre
et mettre les apprenants dans de très bonnes conditions d'études. Oui, pour ce qui concerne la restauration, il y a eu cette idée-là aussi qui était en gestation d'associer le secteur privé. Le secteur privé, c'est ça, parce que la CIRAC va d'abord regarder l'état des lieux et faire le dossier de sorte à impliquer maintenant les privés. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient vraiment des professionnels, qu'ils sachent de quoi nous parlons et qu'ils puissent vraiment donner des services de qualité sans agir sur le coût pour les enfants. Alors, on va maintenant s'intéresser à ceux qui transmettent ce savoir aux apprenants, les enseignants. De quoi retournent, je dirais, leurs conditions de vie et surtout leurs conditions de travail? Les enseignants aujourd'hui, ils vivent bien. Je ne sais pas quel est le problème. J'espère qu'ils ne se sont pas plaints. Au contraire, les enseignants, nous sommes beaucoup plus au service de nos apprenants. Dans le supérieur, ils vivent bien. Je suis aussi enseignante, donc c'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est de venir faire la formation dans de bonnes conditions et évidemment de ne pas mourir au travail. Donc ne pas mourir au travail, c'est la responsabilité de ces nouvelles équipes qui viennent de construire donc de bons bureaux aux enseignants. Il y en a au niveau de l'université d'Abomey-Calavi et nous faisons en sorte qu'il y en ait également au niveau des autres universités pour que l'enseignant effectivement, quand il finit son cours, qu'il puisse avoir quand même un bureau où il peut continuer à s'améliorer, il peut continuer peut-être à recevoir, mais avec le phénomène de harcèlement sexuel et tout ça, on a commencé vraiment à faire des blocs ouverts, de sorte que ce ne soit pas des bureaux isolés, parce qu'une fois qu'on ne peut pas rentrer, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Le diable est dans l'isolement. Alors, Madame la ministre, un petit détail. Le coup de gueule de certains enseignants porte sur la recherche, le financement de la recherche. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une solution à ce niveau? Au niveau de financement de la recherche, vous savez, c'est un autre volet de notre mission. On a avancé dans les réflexions pour mettre en place une agence donc, de développement de la recherche qui définit autrement la recherche et qui donne un autre visage à qui on peut appeler chercheur. Sinon, à un moment donné, tout est entremêlé. On ne sait plus qui on appelle chercheur. Le chercheur, il se retrouve à faire les enseignements parce que c'est plus intéressant là-bas. Il n'a pas le plateau technique pour faire ses recherches. Donc, ils se sont presque convertis en enseignants. Donc, cette agence a pris en compte donc, cette thématique et va restructurer donc, ce Mais est-ce à dire aussi qu'il y en a qui cherchent et qui ne trouvent rien pratiquement? Ce n'est pas nécessairement qu'en cherchant, immédiatement, on peut trouver. On peut chercher et ne pas trouver que ce soit quelqu'un d'autre qui trouve. Ce qui est important, est-ce que cela nous fait avancer? Donc, il y a déjà même le fait de chercher et de ne pas trouver, c'est déjà une trouvaille. C'est déjà d'éviter à quelqu'un d'autre de faire pareil. Le temps passe vite, Madame la ministre. Un nouveau mode de recrutement des enseignants, c'est déjà consigné sur papier. Aujourd'hui, il existe un fichier national, donc une plateforme pour l'inscription au fichier national des aspirants au métier d'enseignant dans le supérieur. Mais de façon concrète, à quand la phase opérationnelle? Il y a des aspirants qui attendent, qui veulent savoir quand est-ce que ce recrutement-là va se réaliser pour qu'ils passent dans le moule de ce nouveau système. Absolument, et ils n'ont pas tort de s'impatienter. Et le processus même a mis du temps parce que nous voulons mettre quelque chose qui résiste vraiment aux affres du temps. Il faut que la chose perdure et c'est ça le fichier. Ça a été vraiment un élément innovant. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Je viens d'une rencontre également sur le plan régional et j'ai parlé de notre fichier et je vous assure, il y a un certain nombre de ministres qui se sont déjà intéressés à la chose et qui ont demandé à venir au Bénin voir comment ça passe. Comment ça se passe? C'est un outil de planification. Et on sait que nous avons nos compétences, que ce soit des doctorats, que ce soit les masters, sont identifiés et on a créé ce creuset, mais ce n'est pas créé un creuset, ils ont soumis un dossier et le dossier a été évalué. Il y en a qui n'ont pas pu réussir sur 3500 et quelques candidats qui sont allés s'inscrire pour ça.
c'est à peu près 1400 que nous avons eu à apprendre. Donc, ça montre que c'est un système qui est performant, un système qui permet même aux postulants de pouvoir se préparer au recrutement. Et s'ils attendent, c'est que je vais leur dire, il n'y a pas beaucoup de temps encore à prendre parce que le processus même était consommateur du temps. Maintenant, le processus de recrutement est déjà enclenché, ils seront recrutés. Ce fichier va nous permettre simplement de savoir alors qu'est-ce que nous avons comme profil. Il ne faut pas, après avoir fait tout ça là, se permettre de lancer un recrutement un peu dans le vide et finalement dire on recherche un profil comme ça, on dit à l'arrivée infructueux. Non. On a tourné définitivement cette page. Donc, on regarde dans le profil, on regarde dans le fichier, on regarde les besoins des universités et on lance le processus. Et ça, ce processus sera fructueux. Voilà, autre réforme, l'institution des examens nationaux pour les établissements privés d'enseignement supérieur. C'est vrai que les promoteurs d'universités privées, ils ne sont pas tous contents de vous. Mais voilà, aujourd'hui, cette réforme-là, qu'est-ce que ça a donné? Je crois qu'ils ont dû changer et ils sont très fiers de nous. Ils sont très fiers de nous parce que j'ai eu même à faire la tournée pour aller les voir. Pourquoi? Parce que ce sont les Béninois qui vont aussi là-bas. Donc ceux qui n'arrivent pas à trouver leur place au niveau des publics se retrouvent dans les privés. Donc tous les efforts que nous faisons en matière de gouvernance dans le public, nous les faisons également avec les privés. Et nous tenons à ce que, même si c'est une activité commerciale, que cela réponde vraiment à des normes. Et c'est par rapport à cela qu'ils sont contents de voir que nous nous occupons d'eux. Pour la première fois, nous avons pu orienter les bacheliers vers les privés. Ils se sont toujours battus, ils se sont toujours plaints. Et ils m'ont toujours écrit pour dire qu'est-ce que ça veut dire, nous ne faisons que le choix de public. Ils sont là, pourquoi attendre l'orientation des bacheliers vers leur établissement? Ça a été déjà fait pour l'année dernière et nous comptons poursuivre cette année. Donc, il n'y a pas de raison qui soit méconnaissable. Donc, les examens nationaux dans les établissements privés, aujourd'hui, c'est accepté? C'est très bon, non seulement pour l'image de ces établissements, mais également même pour les étudiants, pour ceux qui vont là-bas, parce qu'ils n'ont plus de problème d'équivalent de diplôme. Une fois qu'ils font leur examen national, en même temps, ils ont leur diplôme et ils peuvent faire valoir cela. Ils sont déjà, ça fait plus de 40 000 qui ont été embarqués dans cette affaire. Alors, si on doit jeter des projecteurs sur nos universités privées en termes de réalisation d'infrastructures, qu'est-ce que vous nous direz, Madame la Ministre? Dans les universités publiques, nous pouvons dire que depuis 2016, nous avons, sur toutes les universités, nous avons adressé près de 50 infrastructures. Et évidemment, au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, qui est l'université un peu plus populeuse que les autres, nous en avons fait un peu plus. Et quand on parle d'infrastructures, c'est les réhabilitations de ça, c'est les constructions. On a eu le soutien de quelques partenaires tels que la Banque islamique de développement, la Banque arabe de développement économique ici en Afrique. Et nous avons également d'autres partenaires qui ont renforcé l'action du gouvernement pour adresser ces infrastructures. Nous avons également quelques laboratoires. Avec l'Agence béninoise de recherche et d'innovation, nous allons intensifier nos actions dans la mise en place des laboratoires de normes. Et ça permettra aux chercheurs d'avoir la main. Donc, en termes d'infrastructure, c'est ce que nous pouvons dire. Mais il y a un élément très important et que nous adressons déjà avec toutes nos énergies, c'est le cadre de vie des apprenants. Lorsque vous allez dans une université, il faut pouvoir trouver des lieux d'aisance, etc. et ne pas permettre aux apprenants d'avoir de soucis en la matière. Il n'y en a pas eu par le passé, mais le gouvernement de la rupture a mis cela comme vraiment un point d'objectif assez important, puissant. Et cela est ressorti dans une mission en cours qui a fini déjà un peu la tournée dans les universités parce que le chef de l'État l'a demandé pour regarder un peu les infrastructures. La mission a fini, et donc c'est sa tournée et d'ici, avant la fin de l'année, nous allons commencer la réalisation de ces infrastructures. On va même restructurer certaines entités qui se sont dispersées. Il faut les remettre
et traduit la vie universitaire qui met l'enseignant présent aux côtés des apprenants. Tout à fait, Madame la Ministre. Le temps imparti à cette émission tire à sa fin. On aurait pu parler de Summer City, la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Si vous voulez bien, vous allez peut-être dire un mot et ensuite nous parler aujourd'hui de l'attribution des bourses. De la philosophie qui sous-tend l'attribution des bourses aujourd'hui. Summer City, c'est ce pôle d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Et ça, c'est aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Nous voulons limiter les dépenses des parents qui tendent évidemment, ils ne pêchent pas en cherchant de bonnes adresses pour leurs apprenants, pour leurs enfants, pour aller se faire former. Donc là, nous voulons mettre ça sur place pour que les parents n'aient plus à se décasser longtemps pour aller à l'extérieur. Ça, c'est déjà un boom. Et il y a plein de formations qui sont déjà délocalisées, je vous assure. C'est déjà embarqué déjà des milliers de jeunes qui savent vraiment de quoi nous parlons. Il faut être au cœur de la jeunesse. Que veulent les jeunes? Il faut être là. Intelligence artificielle, le numérique, la digitalisation, le design, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Et ce projet est un projet phare qui a commencé déjà par recevoir l'adhésion de beaucoup de partenaires. Donc, au niveau de Summer City. Donc, d'ici là, c'est 30 000 étudiants et pour au moins 100 000 emplois. Donc, au moins le tiers serait pour les femmes. D'accord. Quand même. Alors, les bourses d'excellence. Ça promet déjà pour. Les bourses d'excellence, c'est très rapidement. Les bourses d'excellence adressent les filières scientifiques. Donc, les 10 premiers du Bénin dans ces filières scientifiques sont embarqués pour les bourses d'excellence. Et depuis que je suis là, moi, ça n'a jamais eu de problème. La seule chose que nous commençons par remettre dans les cadres, c'est le retour de ceux qui s'en vont, parce que nous mettons assez d'intrants pour qu'ils reviennent servir leur pays et qu'ils soient quand même de très bonnes références, même s'ils sont à l'extérieur quelque part, et que ce soit, c'est le Bénin qui se retrouve. D'accord. Les matières scientifiques sont les plus, je dirais, encouragées, mais on se demande quels crimes, ceux des matières littéraires, quels crimes ils ont commis, ceux-là qui font les matières littéraires. Non, les matières littéraires n'ont pas commis de crimes puisqu'ils sont pris en charge ici. Sur le plan national. Sur le plan national, sincèrement, on leur offre tout et on s'assure de ce qu'ils ont un rêve et nous sommes à leur côté pour animer leur rêve. Madame Éléonore Yaïla-Descamps, 8 ans après, satisfaite ou envie de faire beaucoup mieux? Ah oui, 8 ans après, nous sommes engagés et il n'y a plus rien qui nous retarde ou qui nous retienne. Nous avons suffisamment fait, nous avons donné les preuves, les bénéficiaires ont compris nos efforts. Ce qui est important, c'est lorsque vous voyez que ceux pour qui vous vous battez vous comprennent et viennent également apporter leur part à la chose. Donc ça, c'est ce que moi je vis. Et je profite pour saluer tous les acteurs, les enseignants qui ne cessent d'accompagner le système. Ils ont une bonne compréhension de leur mission et nous savons qu'on n'a pas autre chose à faire que d'être présent aux côtés de nos jeunes et de les pousser très loin, aussi loin, pour en être fiers demain. Voilà, celle qu'on a reçue aujourd'hui, c'est une ministre engagée. Elle est déterminée à aller jusqu'au bout. L'université, le haut lieu du savoir, devenu entre-temps l'épicentre de manifestations récurrentes, eh bien, tout cela est relégué au passé. Oui. Aujourd'hui, nos campus sont beaucoup plus calmes. Et on a moins de seigneurs de guerre à la tête des organisations estudiantines et c'est pour le bien des apprenants. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.